Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre point lecture numéro 41. Ah, Et je oui. suis. On est bien et comme d'habitude aujourd'hui on va vous présenter 4 livres dont des petites nouveautés qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça et de suite 2 sagas. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. C'est parti. Moi pour le premier, je vais vous parler du premier tome, puisque j'ai appris qu'il y avait un deuxième tome, et pas quand je l'ai lu en fait. Je vais vous parler de Royal Blood de Aimé Carter aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il est déjà très très beau, et en fait, déjà pour commencer mon avis là-dessus, c'est que en fait je me suis un peu, comment on dirait, je me suis un peu fourvoyée sur le livre, puisque je croyais que c'était une histoire un peu surnaturelle avec des vampires, je sais pas pourquoi, alors que bon, j'avais pas lu le résumé Pas grave, non ça t'a plus fait la en même surprise temps, de ce qu'il y avait dedans. mais en même temps j'avoue que c'était une lecture très agréable, parce que du coup je m'attendais pas du tout à ça, à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, réel, puisqu'il n'y a pas de créatures surnaturelles, il n'y a pas de fantaisie, en fait ça pourrait se passer dans le monde, et surtout dans la royauté anglaise, puisqu'en fait nous suivons Evangeline. Très joli prénom, Evangeline Bright, voilà. Elle a 17 ans et en fait, dès le départ, on nous dit qu'elle est la fille illégitime du roi d'Angleterre, voilà. En fait, c'est pas celle qui doit monter sur le trône, tu vois. Bien sûr. C'est celle... Si elle est illégitime, de toute façon, elle peut pas. Voilà, c'est pas la fille de la reine, c'est la fille donc de Madame Bright. Je ne sais plus son prénom, sa mère. Oui et non. D'accord. Oui et non, Nous allons savoir. Le roi d'Angleterre a épousé donc une reine, enfin sa reine du coup, pareil je sais plus son prénom parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, qui ont eu une fille. Alors leur fille du coup c'est Macy, mais souvent on l'appelle la princesse Marie. D'accord. Voilà, donc c'est elle, la descendante légitime, qui doit monter sur le trône quand son père abdiquera ou mourra. Donc on a un peu tous les critères de la royauté anglaise, on nous plonge vraiment dans cet univers, mais on va suivre principalement le personnage de Evangeline. Donc elle a été envoyée dans des internats, ça fait plusieurs écoles qu'elle fait, elle est virée... virée. Ça, c'est pas bien. Elle fait beaucoup de bêtises. On sent qu'il y a quand même ce manque paternel, tu vois, puisque lui, il ne s'occupe pas d'elle. Sa mère est malade. Elle est atteinte d'Alzheimer. Non, elle est atteinte d'Alzheimer précoce, puisque en fait, quand elle appelle sa fille souvent, elle croit que son père à elle, tu vois ce que je veux dire, oui. Genre son père est avec elle, encore avec elle, etc. Donc lui demande des nouvelles, alors que pas du tout. Ça c'est terrible hein, pour sa fille. Disons elle finit pas peu la reconnaître. C'est compliqué parce que justement en fait il s'est passé beaucoup de choses et en fait on nous donne les raisons au fur et à mesure du livre pourquoi Evangeline est envoyée en internat, a atterri à un moment donné chez sa grand-mère et en même temps son père ne l'a pas récupérée. Pourquoi son père l'a envoyée en internat et il ne l'a pas récupérée? De toute façon elle est gênante puisqu'elle est illégitime. Oui, elle est gênante mais c'est quand même sa fille techniquement. Oui. Elle est secrète bien évidemment, vous vous en doutez que à part lui et quelques membres de la famille royale, certains connaissent son identité, savent qu'elle existe. Dans le rouage cette petite. Mais bien sûr le peuple anglais ne le sait pas, enfin personne ne le sait. Il faut garder absolument le secret. Jusqu'au jour où elle se fait encore virer de l'internat. De son école, de son lycée, puisqu'elle fait encore une énième bêtise en mettant le feu, va se déplacer. Elle est bien cette petite, hein. Elle se fait... Elle se rebelle, elle se fait entendre, elle veut que son père s'occupe d'elle. Même pas, c'est même pas par rapport à ça, parce qu'elle veut rien savoir de lui, donc tu vois. Oui, mais c'est une forme quand même d'exutoire. C'est une forme de rébellion. Oui. Et en fait, justement, c'est son secrétaire, je crois, si je me trompe pas. Alors, pareil, je me souviens plus de son nom à lui, mais il est très gentil, il est très important pour elle, parce que c'est lui qui est souvent en rapport, qui est en communication avec elle, parce que lui, du coup, son père ne prend pas de nouvelles, donc c'est lui qui se charge d'elle. Donc lui, il est au courant, du coup. Bah oui, ça fait partie des personnes de confiance. Voilà, lui, il va venir la chercher et il va la ramener chez son père, puisque chez sa mère, c'est pas possible, vu que sa maman, elle est atteinte d'Alzheimer. Elle est malade et que, voilà, de base, elle est censée rester en internat. Voilà. Elle va se retrouver chez son père, bien sûr, vous comprenez que ça joie d'aller voir son père, surtout qu'elle ne l'a jamais vu, hein. Enfin, si, quand elle était petite, mais ça on vous l'explique, donc je vous spoil pas trop. Ils se connaissent pas, elle lui en veut du fait qu'il s'est jamais occupé d'elle, qu'il ait laissé tomber complètement sa mère, tu vois, et qu'il s'occupe de son autre fille et de son autre femme. Donc finalement, elle atterrit à Buckingham Palace, c'est ça? Elle atterrit là-bas.
Ça doit faire tout drôle. Et donc de là en fait, dès qu'elle va arriver, grosso modo, elle va rencontrer son père malheureusement pour elle, parce qu'il n'était pas question qu'elle reste à vitam aeternam non plus. C'était juste passager parce qu'en fait son secrétaire Major il lui avait dit que jusqu'à sa majorité, parce que dans un mois en fait elle allait être majeure, qu'elle pourrait partir et donc retourner voir sa mère, mais en attendant pour la protéger puisque justement elle a fait des conneries pour pas que ça s'ébruite, et ben qu'il faut qu'elle reste avec eux. Tu vois. Donc elle va découvrir aussi sa sœur, je suppose. Et malheureusement, elle va tomber sur son père dès le départ. Et son père va se demander pourquoi elle est là, parce que lui, en fait, il est pas au courant qu'il est là. Wow. Enfin, qu'elle est là. Qu'elle est arrivée, en fait. Il savait pas qu'elle allait venir. Parce que son secrétaire a pris l'initiative de la faire venir, en fait. En fait, c'est un peu le choc, quoi. C'est sa fille, tu vois. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, genre un peu le protagoniste méchant, qui veut pas avoir sa fille, etc., etc., en fait, on découvre que pas du tout. Genre au contraire, il arrive même à devenir un peu ouvert justement au fait de la connaître, etc. Mais ça déjà je vous en dis trop. Du côté de la reine et de Macy justement, on s'en doute, ça va poser problème puisque il y a la fille légitime qui doit monter sur le trône et la reine illégitime aussi du coup. Mais qu'est-ce qui se cache dessous? Est-ce qu'elles sont au courant que Evangeline existe ou pas? On sait pas. Enfin, je vais pas vous le dire. Donc, de là va découler toutes les aventures dans ce livre, alors. Exactement. Et puis, elle va faire aussi plein de rencontres. Elle va faire la rencontre de quelqu'un de pas super. Elle va faire la rencontre de quelqu'un de super. Mais je sais pas les noms parce qu'on les cite dès le départ, en fait. Donc, je vais pas citer les noms, tu vois. Mais c'est des gens de son âge, donc des gens qui ont affaire à la royauté. Elle va découvrir vraiment les coulisses de ce qui se passe à l'intérieur. Les coulisses, et puis en fait, une partie de son identité, quand même. Oui. Dont elle a besoin pour sa construction, malgré tout. Oui, mais bon, elle est pas super bien accueillie et elle va devoir se faire une place. Et on sait que quand les médias s'y mêlent en général, surtout par rapport à la bêtise qu'elle a fait, etc. Et puis sur d'autres choses, ça peut tourner vite mal. Mais le secrétaire, il va rester quand même en contact avec elle. Il va être... elle est censée rester pendant un mois, donc tu t'imagines bien que pendant un mois, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oui, donc il va rester à l'aider, celui-ci. Il l'a pas amené, il l'a pas bazardé comme ça dans une pièce, puis voilà, non, lui, il va s'occuper d'elle, mais lui, il la considère un peu... il va l'aider. Comme une amie, enfin une amie non, mais plus... je dirais pas paternelle, parce que c'est pas paternel entre eux. Comme un frère. Mais il l'affectionne tout particulièrement parce qu'il s'est toujours occupé d'elle plus que son père, vu que c'est lui qui est toujours en rapport avec elle. Il va quand même être un guide pour elle. Oui, et puis lui, on connaît sa vie aussi à lui parce qu'il n'est pas que ça. Enfin, il n'y a pas que son métier qui compte, tu vois. Il est avec quelqu'un d'autre. Oui, j'ai bien aimé. Parce que vu que tu t'attendais pas à ça et du coup c'était autre chose, du coup est-ce que ça t'a emporté quand même? Oui, j'ai bien aimé et ça se lit très vite, hein. C'est du pocket, c'est du jeunesse. C'est dès 13 ans d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, c'était marrant. En fait, l'écriture m'a fait un peu penser à celle d'Inheritance Game, je vais y arriver. C'est un peu pareil puisque au final, en fait, elle va décortiquer certains indices, certains trucs. Bon, on n'a pas tous ces schémas avec... je pense que pour s'adapter à cette nouvelle vie, elle est obligée. Hein. Voilà, elle va être obligée de faire certaines choses et elle est plongée dans un monde, on va dire, riche, où il y a du luxe, il y a de l'argent, etc. Alors que de base, elle vivait juste en internat, dans un lycée, loin de sa mère, et son objectif à elle, c'était de rejoindre sa mère. Voilà, c'était au bout de son année de lycée, d'avoir son diplôme et de se barrer et retourner chez sa mère. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et c'est une bonne surprise quand même. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que son objectif va toujours être le même à la fin de l'histoire? Je ne vous le dirai pas, puisque après, de toute façon, il y a un bien, tu spoil pas aujourd'hui, bravo Bastiane. Je n'ai pas décidé de vous spoiler. Allez, dites en commentaire, félicitez-la. Non, mais c'est normal que je ne peux pas vous spoiler non plus, c'est un tome 1. C'est logique. Il faut que je vous donne envie de le lire. Le problème, c'est que voilà, le prochain, je serai obligée de vous spoiler puisque c'est un tome 2, hein, donc c'est la suite des aventures. Bref. Mais peu importe, j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Evangeline. C'était vraiment agréable de lire autre chose, un peu. Et puis, vous voyez, elle nous met dedans, elle nous inclut des articles de presse, justement, puisque la presse a scandale, etc. Oui, ils vont se régaler. Voilà. Donc, s'ils finissent par être au courant, ils vont se régaler. Est-ce qu'ils vont être au courant que la fille est légitime et
aller au Ça, tu le palais? dis pas. Moi, j'ai dit si, donc... Macy va bien prendre le fait qu'elle soit là, etc. Est-ce qu'il va se passer des choses? Évidemment qu'il va se passer des choses. Mais je vous en dis pas plus. Et si je devais lui mettre une note, je dirais que je lui mettrais 5. Parce que franchement, je me suis bien amusée avec ce livre. C'était très drôle. Il y a des moments qui sont quand même assez drôles. C'est très bien. J'ai très hâte de lire le tome 2. Donc finalement, une belle surprise, quoi qu'il en soit. C'était une belle surprise. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, je trouve que c'était plutôt pas mal. Voilà, je trouve que c'est très bien. Et ça donne un peu un aspect différent de ce que je lis en général. Donc oui, pourquoi pas. Moi, pour mon premier, ce sera 40 manteaux et un bouton aux éditions Albin Michel. Attention, je vous dis le nom de Ivan Chapekoni. Je pense que je le prononce très très mal. C'est pas Ne m'en voulez pas. Le voici, il est très mignon. Il est tout petit. Je pensais être un peu surprise par la petitesse. Et puis finalement, c'est un roman que je vous conseille. Alors c'est sous fond de Deuxième Guerre mondiale, évidemment. C'est l'histoire tirée de faits réels, puisqu'on raconte dans ce livre l'histoire de 40 enfants qui fuient l'Allemagne jusqu'en Italie. Donc, alors attendez, je vais vous donner le nom du petit village. Exact, Nonantola. Voilà. C'est bien, t'as bien appris tes leçons. Donc, alors pourquoi Nonantola? Puisqu'il va... alors bien sûr, au début, on nous narre tout son périple, parce que son papa se fait arrêter, sa maman reste à Berlin avec son petit frère, mais je ne vous dévoilerai pas ce qu'ils deviennent. Nathan est juif, et tous les autres petits-enfants aussi. Donc les 40 partent, comme je vous ai dit tout à l'heure, vers ce village d'Italie. Donc on nous narre dans ce livre toute la péripétie, les embûches, parfois des très bons moments, parce qu'il y a des moments très tendres aussi, malgré... oui, c'est très... En fait, il est très touchant, ce livre, parce que, bon, c'est sous fond de Deuxième Guerre mondiale, donc on sait ce on a fait aux Juifs à cette époque. Là, on parle d'enfants, donc c'est d'autant plus touchant. Hein. Moi, je suis une maman, je m'imagine très bien ce qu'ont pu subir ces petits, et c'est vrai que ça fait mal, c'est émouvant, c'est écorchant, c'est tous les qualificatifs que poignant. Vous pouvez imaginer. C'est tordant. Voilà, bien sûr. Non, si, c'est tordant aussi, parce que voilà, ça prend un peu aux tripes quand même. Ça reste que des enfants qui n'ont rien demandé à personne. Et voilà, ils ont une religion qui fait qu'ils sont obligés de fuir un sujet assez compliqué, hein. leurs parents et leur famille autour, leur lieu de vie, et pourtant c'est à l'origine des enfants qui vivent à Berlin, donc ils parlent l'allemand, ils sont intégrés. Donc on nous narre leur périple jusque dans ce petit village de Nonantola. Il s'avère que dans ce village, donc ils vont être accueillis dans la villa Emma. Cette villa Emma a été tout bonnement hyper bien préparé, ne serait-ce que même par le maire du petit village, qui va aider à recevoir tous ces enfants, puisqu'on parle quand même d'une quarantaine d'enfants, c'est pas une dizaine, hein, c'est 40. Donc 40 enfants, vous imaginez bien que ça fait du bruit, ça mange, ça vit, ça joue, ça crie, ça pleure. Oui, voilà, donc ça... Et tout ça, ça peut engendrer, ça pourrait avoir fait peur à ces villageois, qui ont vu peut-être au début d'un mauvais œil, enfin en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, hein, parce que voilà, on est quand même en temps de guerre, on est en Italie, hein, on sait ce que l'Italie a fait aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc on aurait pu penser que dans ce village, ces gens auraient pu avoir peur de recevoir ces 40 enfants juifs, et finalement, contre toute attente, alors je vais pas vous en dire trop parce que c'est à découvrir, la façon dont c'est écrit. Déjà pour un premier roman de cette... Non, c'est pas un premier roman, je ne sais plus. Bref, je vais dire des bêtises. Et c'est vraiment bien écrit parce que en fait, on nous dit la solidarité, on nous narre la bienveillance, on nous narre le fait que on commence à apprécier ces petits et on se met à faire des choses pour eux pour qu'ils puissent vivre, survivre. Et vraiment, c'est beau. C'est beau parce que ça va du simple boucher au menuisier, à la couturière, ou même celles qui ne le sont pas, vont aider, vont être solidaires. Il va y avoir une machine qui va se mettre en route pour ces 40 enfants là, pour les accueillir.
Et franchement, c'est très très chouette. D'ailleurs, le titre parle de lui-même, hein, 40 manteaux, c'est les 40 enfants. Le bouton, je vous en laisse le suspense. Si vous le lisez, vous me direz en commentaire, ou si vous l'avez lu, si vous savez à quoi correspond le petit bouton. Il a une importance, hein, quand même. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est raconté. C'est simple, c'est, comme on disait tout à l'heure, avec tous les qualificatifs, c'est touchant, c'est doux. À la fois, c'est terrible, puisque voilà, on découvre quand même ce que va devenir ses parents, la souffrance. Et lui aussi, du coup, vraiment. Lui. Et franchement, j'ai beaucoup aimé qu'on me raconte l'histoire de Nathan, malgré la période si troublée de cette Deuxième Guerre mondiale. Combien tu le mets ? Je lui mets 5 parce que c'est vraiment une belle découverte. Je m'attendais pas à ça, surtout quand j'ai vu... parce que je voulais vraiment le lire, et puis je me suis dit, oh là là, il fait pas beaucoup de... d'habitude... Il écrit gros aussi. Voilà, d'habitude j'ai plus gros et tout pour ces récits-là, et puis finalement c'est une belle surprise que j'ai eue, et franchement j'aime beaucoup, c'est bien écrit, c'est pas vraiment un coup de cœur, parce que bon, j'ai lu tellement de choses sur ce sujet, mais c'est vraiment un petit bonbon, c'est à découvrir, et ouais, je vous le conseille. Je vais vous parler d'une saga que j'adore. En tout cas, le premier était très bien. C'était même un coup de cœur. Oui. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore comme si ça faisait 10 ans que je l'avais lu, tu sais. Donc c'est non, mais il y a des fois on lit des livres au bout d'un mois, pouf, hein, s'ils n'ont pas été super, pouf, hein, ça sort. Donc c'est La Cour des Miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, et non pas je ne sais pas ce que je disais avant. T'es sûr, hein, parce que d'habitude tu te trompes. Oui, toujours avec celui-ci. Robert Laffont. Donc voilà, c'est de Robert Laffont, et c'est le 2e tome, donc on va en parler tout de suite. Donc rappelez-vous, dans la cour des ténèbres, l'objectif de Diane de Castefriche, qui est en réalité Jeanne, c'est de justement infiltrer le royaume des vampires, donc la cour du roi Soleil, donc Versailles, et de devenir l'écuyer du roi. Enfin, l'un des écuyers des rois. Qui est un poste très important pour l'époque, hein. Attention, on n'était pas écuyer... Non, on n'était pas écuyer comme ça. À la fin, donc attention, c'est du spoil, puisque c'est le 2e tome, c'est logique. Donc, vous vous en doutez peut-être, mais elle finit par arriver dans le 1er tome à devenir écuyère en tuant Tristan, son amoureux dans le premier, puisqu'elle tombe éperdument amoureuse de lui. Elle a tué Tristan puisqu'il voulait, en fait, il faisait partie de la résistance, mais c'est la résistance, vous savez, un peu plus extrémiste, et en fait, il voulait tuer le roi, sauf que elle, ça a contrecarré ses plans. Mais il fallait pas aller trop vite. En fait, non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça a contrecarré ses plans dans le sens où tuer le roi, en fait, lui, il voulait prendre la place du roi, en fait. Il voulait pas ça lui enlever aurait les desservi vampires, à elle. Il voulait devenir vampire à sa place, enfin, grosso modo, c'est ça. Ça a dû être dur quand même de tuer son amoureux. Oui, mais elle l'a fait quand même, et donc voilà, ça c'est la fin du premier, je vous spoil pas trop non plus sur la fin du premier, comme ça on sait jamais. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce 2e? Donc elle est devenue l'écuyère du roi, et on est, je crois, quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne sais pas trop, et en fait, le roi Soleil va l'envoyer à la cour des miracles, donc de Paris, puisque la dame des miracles, qui est celle qui veut diriger Paris, demande au roi Soleil de lui céder justement Paris pour instaurer sa cour des miracles. Donc c'est une concurrente au roi Soleil, et lui bien sûr il ne veut pas. Enfin le roi Soleil, je l'appelle le roi Soleil, mais c'est le roi des ténèbres hein, maintenant, parce que c'est un vampire, et donc lui il veut pas. Donc lui il va envoyer ses écuyers, et il va envoyer les meilleurs, dont Diane, pour pouvoir justement... Diane ou Jeanne t'as dit? C'est Jeanne de base, mais c'est Diane, elle se fait passer pour Diane. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi. Et en fait, donc du coup, Jeanne va y aller, et il faut qu'elle décèle justement la Dame des Miracles. Sauf que elle, vous savez que dans le premier, elle a rejoint la Résistance, et qu'elle a certains alliés maintenant avec elle, et justement, eux vont lui demander de trouver la Dame des Miracles, mais de la tuer avant que le roi Soleil ne la tue. D'accord. Il y a une raison à cela? Non mais je vais pas la donner. Grosso modo c'est ça, donc elle va partir à Paris, on va nous décrire un Paris à la cour du roi Soleil, c'est très bien foutu, on nous donne plein d'éléments qui correspondent à ce que on pourrait s'imaginer. Par-dessus on nous rajoute justement du coup la cour des miracles, la cour des ténèbres, on nous rajoute les vampires et tout ce qui s'ensuit, bien évidemment, ces trucs un peu ténébreux, très fantastiques on va dire, et c'est très bien fait.
On découvre qui, au fur et à mesure, est la Dame des Miracles, puisque c'est le but. On va peut-être pas dire si elle y arrive ou pas. Alors non, Hein? mais on la découvre, ça c'est sûr, mais au milieu, en fait, si vous préférez, en fait, il y a plein de trucs. On apprend par exemple que le roi Soleil a envoyé Diane pour une certaine raison. Tu vois, ils sont 3. D'accord. Il y a Suraj, qui est là depuis pas mal de temps, tant qu'il Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il a peut-être eu vent de ce qu'elle voulait faire ou pas? Non. Bon alors. Non, ça n'a rien à voir avec la résistance, D'accord. c'est parce qu'en fait, elle est différente de ses écuyers. Et en fait, il va donner... Se servir, en fait. Il va se servir d'elle comme appât. En fait, Mhm. grosso modo, dans l'histoire, c'est ça. On le découvre au fur et à mesure des pages. Et voilà, il va se servir d'elle. Ça, on D'accord. l'apprend. Pareil au niveau de la famille de Bon, après, c'est Tristan. un prêté pour un rendu, puisqu'elle se sert quand même de son statut pour pouvoir effectuer Oui, ce mais qu'elle là, a c'est envie. le Donc, roi Soleil. voilà, oui, mais bon. Après, lui, le roi Soleil ne sait pas qu'elle fait partie de la résistance. En fait, c'est un peu comme des tests. Hein. Il fait passer un test, hein, quoi, clairement. Mais il se sert d'elle quand même comme appât pour faire venir la reine la dame des miracles, pour pouvoir justement la récupérer et la tuer ensuite. Bon, après, quelque part, tout le monde y trouve son compte. Hein. Et en fait, oui, voilà, elle, forcément, elle trouve son compte. Bah oui. Mais pareil, on a des petites infos par rapport à la famille de Tristan aussi, puisque Tristan est mort, mais sa famille, comme elle a été vue au grand jour et qu'elle a sauvé, Jeanne a sauvé le roi, du coup, lui, il sait que Tristan faisait partie de cet extrémisme, et du coup, sa famille doit mourir, donc elle revoit justement la famille de Tristan. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Et puis sur la route, elle fait aussi une rencontre. Rencontre. Elle fait une rencontre. Je dirais faut pas son dire. Au début, on pense qu'il est pas important et en fait, qu'il passe juste comme ça. Et puis au final, en fait, on se rend compte que petit à petit, en fait, il arrive et il vient et il va l'aider pour certaines choses. D'ailleurs, vous avez toujours Naoko aussi, qui est la jeune japonaise qui l'aide et qui est devenue son amie dans le premier et qui est toujours là justement puisque elle va apprendre aussi qu'elle fait partie de la résistance, tout ça. Et elle va... Vous avez aussi celui qui travaille à la cour du roi Soleil, à la cour des ténèbres, qui est aussi du côté de la résistance et qui l'aide du coup à elle aussi, puisque bref, dans le premier, je vais pas tout raconter, mais voilà. Donc il y a plein d'éléments qui sont... Est-ce que ça te donne envie de lire le 3e? Alors oui, parce que je sais comment ça se termine. Dites-nous, vous, en commentaire, si vous l'avez lu, cette trilogie. Regardez, ils ont même mis la carte de Paris dans celui-là. Voilà. Oui, c'était très intéressant. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été très étonnée par qu'est-ce qu'est véritablement la cour des miracles. Je trouve que c'est très fort de la part de l'auteur de mélanger ces deux choses-là. Et donc tu y mettrais combien par rapport au premier? Toujours pareil? Je lui mets 5. C'est très bien écrit. J'adore la plume de l'auteur. J'ai très hâte de lire La Cour des Ouragans pour savoir ce qu'il y a dedans. Même si j'ai un petit soupçon sur ce quoi on va nous embarquer. Moi, pour mon petit dernier, ce sera une suite aussi, donc des pionnières de Anna Jacobs. Donc là, aux éditions de l'Archipel, un arc en ciel dans le bush. Voilà, il est très chouette aussi. Je me suis fait plaisir avec celui-ci, avec cette suite-là des 3 sœurs, donc Ismé, Mara et puis Kehara. Donc vous vous rappelez de Kehara qui, dans le premier, avait été de force envoyée en Australie par sa maîtresse. Oui, ça y est, je reviens l'histoire. Là, chez qui elle travaillait. Hein. Ses sœurs aussi ont été envoyées en Australie de force bien avant, puisque c'était une vengeance pour faire du mal à Kehara, puisque son mari aimait beaucoup Kehara, sans qu'il y ait quoi que ce soit au début, hein, évidemment. Là, je spoil un petit peu, mais voilà, c'était la fin. C'est un deuxième tome. C'était la fin du premier. On se retrouve toujours en Australie, ils y sont tous. Là, maintenant, dans celui-ci, c'est la quête de Kehara pour trouver ses sœurs, et ses sœurs, dans le sens inverse, trouver Kehara. Si ce n'est que Ismé en veut énormément à sa sœur aînée, parce qu'elle pense, elle, qu'elle l'a abandonnée, alors que ça s'est pas du tout passé comme cela. Mara est plus mitigée, bon, elle est plus jeune déjà, elle est moins... sous cette forme de haine là qu'a sa sœur pour son aîné. Donc elles ont atterri, elles, pour le coup, dans un couvent. Elles vont s'enfuir.
Hein, je vais essayer de pas trop vous en dire pour que vous ayez envie de le lire. Elles sont arrivées en Australie et elles ont atterri au couvent, c'est ça? Elles ont atterri en Australie au couvent, c'est les sœurs qui s'occupent d'elles, et à un moment donné, le ras-le-bol fait que elles s'enfuient. Ismé réussit à s'enfuir de son côté, à un moment donné, il va se passer quelque chose, donc Ismé va aller de son côté et Mara va être de son côté aussi. Donc en fait, elles vont être à un moment donné, toutes les trois dans le livre, complètement dispersées, oui, on peut dire. Et Ismé va faire la connaissance de Malaki. Alors j'espère que je le dis bien, c'est peut-être Malachi, mais bon, ça c'est, moi je préfère Malaki, je trouve que c'est plus joli. Un jeune homme qui vient d'Angleterre pour pas forcément faire fortune, mais en tout cas s'éloigner de... Mais c'est celui que t'avais dans le premier. Non, c'en est un autre. Toi, tu confonds avec Marc. Ouais, c'est ça. Mais Marc va avoir son importance encore. Il est devenu ami avec Théo. Donc Théo, c'est l'amoureux maintenant de Kehara, puisque c'était le mari de sa maîtresse. Hein, donc à l'origine, c'est son maître. Et on va s'y retrouver. Et en fait, donc Marc a sympathisé avec Kehara et Théo, et ils sont devenus amis, et c'est lui qui va être chargé à un moment donné, parce que Kehara va aller chercher ses sœurs partout. Hein, il va se passer des choses dans leur vie de couple, dans leur vie de famille, etc. Donc je vous en dévoile pas tout. Et Marc va rester, Kehara va confier à Marc on va dire la charge de, si ses sœurs réapparaissent dans les parages de là où il vit lui, elle lui laisse un peu d'argent d'ailleurs pour subvenir aux besoins au cas où il y a une des petites qui vient dans les parages et que tout de suite il faut faire le voyage pour aller les emmener et tout. Donc il va faire son job, il va le faire bien. C'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un... En fait, il reste... Il va retrouver les petites. Il reste égal à lui-même, comme dans le premier. Je l'aime beaucoup. On va découvrir aussi ses émois amoureux dans ce tome-là, donc c'est assez cool. Avec l'une des sœurs de Kehara, Ara? Non, pas du tout. Merde. Non. Écoute, moi je pose des questions. Non, pas avec une des sœurs. Non, elles sont trop jeunes. Par contre, Malaki, qui est un nouveau protagoniste de ce deuxième tome, est très sympathique. Il vient d'Angleterre lui aussi. Il va sympathiser avec un homme un peu plus âgé qui est extra. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais je l'aime beaucoup lui. Avec lui, il va monter une petite entreprise de vente ambulante. C'est pas Dick. Donc il va monter une petite entreprise de commerce ambulant. En fait, ça va super bien fonctionner, leur petite histoire à tous les deux. Ils vont se prendre d'amitié, mais vraiment d'amitié, puisque cet homme va prendre soin de Malaki. Ils vont prendre soin de l'un de l'autre, parce que sur les routes, bon, en ce temps-là, c'est quand même pas très sûr, surtout quand on a des marchandises avec un gros volume. Hein, c'est pas Dan. Et puis c'est des... si. Et c'est des denrées dont on a besoin. Donc forcément, pour des gens un peu moins fortunés, c'est une aubaine. Et donc d'être à deux, ils vont se soutenir et ils vont tomber sur la route Disney. Et Maggie, c'est l'amie de Kehara et de son mari. Ah, Maggie, oui, on la revoit. Maggie, elle va être amenée à aider Marc. Oui, justement. C'est pas lui, c'est pas elle, son amoureuse. Non. Non, mais tu vas tout compris, c'est que ce soit elle. Non, moi je te dirai pas qui c'est. Je cherche qui c'est. Non, mais tu peux pas te savoir. Non, en plus, Marc a en fait, oui, on va découvrir ses émois amoureux et avec une personne qui est d'une très grande importance pour les filles. Catherine. Mais tu m'énerves. Tais-toi. Non. Je viens de le dire. Allez. Elle est incorrigible. Oui, Marc et Catherine vont se découvrir, ils vont apprendre, parce qu'en fait, ils vont apprendre au départ, ils vont travailler ensemble. Et au fur et à mesure du temps, forcément, il va y avoir des liens qui vont se créer. C'est tout aubaine pour lui, parce que c'est quand même un homme, comme je dit tout à l'heure, de parole, il est charmant, il est très respectueux des femmes, ce qui en ce temps-là était quand même assez rare, disons-le. Et donc, voilà, ça lui plaît beaucoup, et puis elle a besoin de quelqu'un, pas de protecteur, mais
de respectueux Oui. de son point de vue à elle. Je n'en dis pas plus puisqu'elle a un statut un peu particulier. Et ça, voilà, moi j'ai bien aimé aussi cette partie-là. Je vous dirais pas forcément comment ça va se passer, comment ça va se passer les retrouvailles ou pas des trois, des deux ou T'as pas dit Nico qui c'est Malaki? Alors Malaki, si j'ai dit tout à l'heure, il accompagne Dan donc sur les routes et il va tomber sur Ismé. Ismé qui s'est enfui du couvent et qui à un moment donné est séparé de Mara et qui à un moment donné va tout faire pour être embarqué dans cette roulotte ambulante parce que en fait elle veut gagner et de l'argent et elle veut surtout s'éloigner de Kehara et de tout ce qui se passe autour d'elle. Mais elle tombe amoureuse de Malaki. Non. Et pourquoi il lui dit je t'aime alors? Mais Ismé va tout faire donc pour être dans la roulotte avec Malaki et de se faire prendre avec lui et Dan parce que voilà. Elle est amoureuse. ça va lui permettre de gagner de l'argent pour retrouver donc Mara parce que elle, Kehara, veut pas en entendre parler. Son dada, c'est de retrouver Mara puisqu'elles ont été séparées. Mais est-ce que t'as des nouvelles de Mara, toi, individuellement? Oui. À chaque fois, on a des trucs individuels, on a leur histoire. C'est embriqué, hein. C'est pas chacune. Nanana. Non, c'est on a des à un moment donné, de toute façon, leurs chemins vont se recroiser d'une manière ou d'une autre. Je vous dirai pas comment, mais Ismé, ça va lui permettre de pouvoir déjà s'épanouir parce que au couvent, elle n'était pas épanouie. Hein, elle était plutôt oppressée et puis. Voilà, ça lui allait pas du tout d'être commandée parce qu'on l'a mis quelque part où elle voulait pas rester, donc voilà. Mara, de son côté, à un moment donné, va être accueillie par des gens assez aisés. Elle va être adoptée. Elle va beaucoup souffrir. Elle va beaucoup souffrir parce que la femme de ceux qui l'adoptent va décéder et va descendre... Enfin, ça va la faire descendre aux enfers. Elle va vivre une histoire assez périlleuse pour son âge, je trouve. Si ce n'est que là, juste un petit indice de l'enfer qu'elle peut subir, c'est qu'elle va atterrir dans un bordel. Donc je n'en dirai pas plus, parce qu'il leur arrive plein de choses, plein de péripéties, mais finalement, ça va être que du bonheur pour les trois, ou séparément, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est une bonne continuité par rapport au tome 1. J'ai bien aimé l'histoire des deux autres petites, puisque dans le premier, on les avait abordées, mais c'était plus l'histoire de Kehara. Là, Kehara est un peu pas en suspens, puisque c'est quand même elle qui est au départ celle qui... c'est elle qui veut les chercher, quoi. Voilà, c'est elle qui fait les investigations. Mais on la met un petit peu en retrait. On nous a narré un petit peu son histoire, mais c'est plus l'histoire des deux filles. Donner un peu aussi des deux. Et dans le troisième, il y aura les trois, du coup. Je pense que dans le troisième, on va nous dire... oui, on va nous narrer autre chose. Et je pense qu'il y a d'autres péripéties qui les attendent, parce que, la fin, préchote un petit peu certaines choses. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment à lire ce tome 2. J'ai hâte de lire le 3. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a passé un bon moment à vous raconter nos avis sur nos livres. Voilà, des petites suites des sagas, des nouvelles. Voilà, on est bien, on est posé. Toi, t'as lu un one-shot en plus, pas très long, mais quand même là. Oui, c'était une très belle histoire. Franchement, je vous la conseille. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous le savez, tous les liens sont dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, surtout likez et commentez. Et surtout partagez aussi, activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On vous fait plein de bisous, portez bien, lisez bien, jusqu'à la semaine prochaine. Bisous. Bisous, bye bye.